Émotionnel ou rationnel, en accord ou à l'opposé. Les rencontres de l'heure. Et on parle politique. Yasmine Abdel-Fadel qui est là. Salut Yasmine. Bonjour Mario. Je sais pas ce que tu vas nous dire sur cette entente avec la FIC, parce que c'est sûr qu'en soi, c'est une bonne nouvelle. On a un côté de nous qui dit enfin. Moi, je sais pas, je suis peut-être pisse-vinaigre, parce que moi, j'ai trouvé quand même que le pourcentage était faible, à 66 Je me dis, ça veut dire qu'il y a 34 Est-ce que c'est 34 qui se rallient? C'est 34 qui rentrent à reculons? Ton feeling, toi? En fait, on voit un taux de participation à ce vote-là à 75%. Puis là, je me dis, c'est ceux qui ne veulent pas de cette convention ou cette proposition, c'est ceux qui se mobilisent le plus et qui sont présents. Comment auraient voté les 25%, ceux qui se sont pas présentés, qui n'ont pas voté? Fait que j'essaie de me rassurer en me disant que, ils se disent, ça va passer, puis c'est bien correct. C'est pour ça qu'ils ne sont pas allés voter. Mais oui, 66%, c'est relativement faible compte tenu de la proposition qui est faite, là, puis je suis passée à travers la proposition. Les syndicats, ils ont pas mal eu ce qu'ils voulaient, là. On s'entend. Oui, il y a la notion de mobilité à laquelle le gouvernement était attaché, mais il y a tellement de paramètres autour de cette question de mobilité en termes de kilométrage. Le gouvernement qui finalement couche noir sur blanc la question de le type d'expertise incompatible. Tous ces éléments-là sont couchés sur papier. Donc, on parle ici du kilométrage de 40 kilomètres entre deux établissements où il y a un kilométrage moindre, évidemment, quand c'est le même établissement. Bref, tout a été cadenassé, tout a été encadré, tout a été écrit. Donc, oui, on parle de mobilité, on parle également d'autogestion des horaires. On sait que cet élément-là, c'était quelques régions qui l'utilisaient, quelques établissements qui l'utilisaient. Maintenant, ça va pouvoir être fait partout. Puis je dis, ça pourra être fait. Ça ne veut pas nécessairement dire que ça sera fait parce que ça reste une volonté de la majorité des membres de chaque établissement de voter s'ils veulent faire de l'autogestion. Et s'ils veulent plus le faire, il suffit juste qu'ils revotent à la majorité pour que ça soit On défait. arrête. Mais Yasmine, tu dis que tu as passé à travers, ils ont obtenu pas mal ce qu'ils voulaient. Dans le cas, par exemple, des équipes volantes, ça vient quand même avec des primes. Oui. Je vais poser une question plate, mais dans certains cas, on voit des conventions collectives adoptées à 98-99 Quand tu arrives, tu dis, bon, ben là, c'est fini, les moyens de pression, on rentre au travail, tout le monde est content. Ça aurait pris quoi, Yasmine, pour aller chercher 98 dans ce vote-là cette semaine? Ou 99? Ça aurait pris quoi, là, pour aller chercher ce qu'on a vu dans plusieurs autres milieux de travail? En fait, ma question, c'est est-ce qu'il y a dans la FIC, est-ce qu'il y a dans ces employés de la santé, peut-être que pour des bonnes raisons, qui sont trop épuisés, qui n'aiment plus leur travail, mais ça me laisse sur une impression que je sais plus qu'est-ce qu'il aurait fallu donner pour aller chercher ce taux d'adhésion, disons, général ou quasi total, là. Et c'est le problème de la stratégie qu'a utilisée la FIC. Là. La FIC a tellement monté les attentes, pas juste auprès de ses propres membres au début, qu'on va rien lâcher, qu'on va aller chercher la meilleure convention collective, qu'il faut que vous demeurez mobilisés, que ça a créé finalement un sentiment de dire, finalement, c'est ça que vous êtes allé chercher. Évidemment, d'un point de vue salarial, c'est la même chose, c'est 17,4% sur 5 ans. L'avantage là-dedans, Mario, c'est que la convention collective est pour 50 ans. Donc, pendant 5 ans, là, en fait, de 2003 à 2028, on a une certaine paix, mais 2028, ça va reprendre. Et il faut pas oublier qu'à chaque convention collective, les règles que l'on donne aujourd'hui ne vont pas être enlevées dans la prochaine. Fait que ce sont des règles qui se rajoutent sur des règles, qui se rajoutent sur des règles, qui ont fait une convention collective. Finalement, c'est une liste de règles qui ont été codifiées, dans lequel on ne fait jamais le ménage, parce que jamais les syndicats ne voudront aller retirer un droit acquis, un privilège acquis. Notamment, d'ailleurs, le gouvernement n'a pas réussi à enlever la notion d'ancienneté, là, qui est finalement au cœur du mouvement syndical, de pouvoir jouer sur la question de l'ancienneté, les attributions de postes, d'heures, est-ce qu'elles se font en fonction de l'expertise ou de l'ancienneté? Le gouvernement n'a pas réussi à aller marquer des points là-dessus.
Yasmine, c'est devenu quasiment un sujet quotidien, l'avenir de Justin Trudeau, la position de Justin Trudeau dans son parti. Là, si on résume ce matin, il semble clair que la lettre d'une vingtaine de députés, elle serait signée, le si au Globe and Mail, elle serait officielle et signée, et on la remettrait à M. Trudeau, qui va peut-être passer la fin de semaine à surveiller sur le bord de sa boîte à lettres. On lui remettrait au cours des prochains jours. Et l'autre affaire qui s'est ajoutée, c'est qu'hier, on a appris que 4 de ces ministres, peut-être pas des ténors ou des seniors les plus connus de la population, mais quand même 4 ministres ont décidé de ne pas se représenter. Dont Marie-Claude Bibeau, qui est ministre du Revenu national, mais qui a longtemps été ministre de l'Agriculture, puis elle avait fait une pas pire job à l'Agriculture. Elle voudrait aller se présenter pour la mairie de Sherbrooke. Donc, il y a 2 manières de voir ça. La première, c'est de se dire, il y a un cycle politique. Ça fait 10 ans que Justin Trudeau est élu, qu'ils sont au pouvoir. C'est aussi naturel qu'il y ait des personnes qui décident de quitter au terme d'un cycle politique, surtout lorsqu'il n'y a pas un avenir très radieux en politique fédérale pour ce parti politique-là, je dirais. L'autre manière de le voir, c'est de dire, le Titanic est en train de couler, alors tout le monde, c'est le sauve qui peut. Et ces ministres-là, aujourd'hui, ils veulent dire, nous, on sera pas là, je me sauve de ce bateau qui est en train de couler. Moi, ce que je pense, c'est que c'est normal qu'il y ait un changement. Il y a énormément de ministres au fédéral. Il y en a certains, là, je regardais la liste hier, il y a certains dont je n'avais jamais entendu le nom, là. Il y en a des ministres, un puis un autre. Des ministres juniors avec pas de 100 portefeuilles dans certains cas, il y en a vraiment beaucoup. Alors, c'est normal qu'une partie d'entre eux décide de quitter, puis 4 parmi la tralée de ministres qu'on a, c'est pas beaucoup. Par contre, politiquement, ça ouvre la porte à Justin Trudeau de laisser croire à ses députés contestataires, il va y avoir 4 postes qui vont s'ouvrir dans les prochaines semaines. Tu veux-tu vraiment apposer ton nom dans la lettre que tu veux me remettre? Ou est-ce que tu veux continuer d'espérer et garder ta chance d'être tiré au lot pour être ministre? Mais même à ça, Mario, si ces députés, même on va dire qu'ils deviennent ministres, ils vont être ministres pendant quoi? 3 mois de temps? C'est pas un grand mandat de ministre, là, mais ils vont pouvoir dire à leurs commettants, à leurs électeurs en période électorale, qu'ils sont tellement bons, qu'ils sont tellement fins, qu'ils sont tellement intelligents, qu'on les a finalement reconnus, puis qu'ils sont des ministres, donc il faudrait les réélire sur cette base-là. Ça crie le désespoir, Mario, à un point inimaginable. Pas juste le désespoir de Justin Trudeau, le désespoir du caucus libéral. J'ai hâte de voir si Justin Trudeau va passer à travers la fin de semaine. Ouais. Et là, ça serait mercredi, le grand caucus du laver le linge sale en famille est décidé collectivement. Est-ce qu'on continue avec Justin ou pas? C'est toute une discussion à avoir en caucus. Ça se passerait mercredi, là. Ça va être particulier ce mercredi. J'aimerais ça être une petite mouche, là, oui, on dans la voir salle ça, du caucus, là, je comprends. Tu sais, j'aimerais ça, un député m'appelle sur FaceTime, je me mets sur mute, là, tu sais, juste pour écouter, là. Je fais appel à tous les députés du caucus, là. Appelez-moi sur FaceTime par erreur, un petit pocket call à Yasmine, j'aimerais ça être là. Mais blague à part, ça va être difficile pour Justin Trudeau mercredi. Est-ce qu'il va envoyer ses ministres les plus fidèles se battre pour sa survie? Ou va-t-il reconnaître une certaine responsabilité dans l'échec de sa gouvernance des dernières années et d'expliquer ce qu'il a en poche pour les prochains mois, les prochaines semaines? Et s'il y aurait-il une prorogation à sa place, c'est ce que j'annoncerai. Le chef du Hamas, Yahya Sinwar, qui a été assassiné par l'armée israélienne, qui en a fait l'annonce en cours de journée hier. On en parlait plus tôt avec Stéphane Bureau. Est-ce que tu vois une fenêtre? Parce que pour l'armée israélienne, on coche une case dans ce qui était les objectifs militaires. Est-ce que tu vois une porte ouverte pour un apaisement? Normalement, la théorie voudrait que maintenant que les 2 chefs du Hamas, Haniyeh qui a été tué à Téhéran début août et maintenant Yahya Sinwar qui a été tué hier, en plus du chef du Hezbollah, on peut se dire, tu sais, Israël a atteint des objectifs. Vous voulez décapiter le Hamas est décapité. Il reste un chef du Hamas qui n'est pas encore touché, qui s'appelle Mashallah, qui est au Qatar, lui. Il n'est pas dans la bande de Gaza. Donc, on peut pas dire qu'on pillonne Gaza pour pouvoir aller le chercher. Tout le monde sait qu'il est au Qatar. Il fait des sorties publiques du Qatar. Maintenant que ça c'est dit, Israël peut mettre fin, finalement, entrer dans une période de cessez-le-feu, maintenant que ces objectifs-là sont atteints, de manière à aller chercher ses otages. Parce qu'il pourrait boucler une boucle puis dire qu'il y a une réussite de son opération, parce qu'il a réussi à décapiter le Hamas, entrer dans une période de cessez-le-feu pour aller chercher ses otages et dire que finalement,
gouvernement, contrairement à ce que l'opinion internationale pense de lui. C'est une réussite, cette offensive-là. Mais si jamais Benjamin Netanyahou continue à vouloir rentrer dans ce narratif guerrier, à maintenir des forces, on a vu d'ailleurs des bombardements sur Gaza après le décès de Sinoir, là, ça va commencer à être difficile, puis même pour les Américains, ça va continuer à être difficile, commencer à être très difficile de continuer à armer puis soutenir de manière sans nuance le gouvernement de Benjamin Netanyahou. On voit même que les Israéliens sont sortis publiquement, notamment les familles des otages hier, pour demander la fin de cette guerre, pour qu'enfin les otages puissent revenir. Je pense qu'il y a une opportunité pour Benjamin Netanyahou de faire de cette guerre qui est très contestée, démontrer que finalement ça a été une réussite et qu'il est une personne équilibrée. Autrement, tout le monde va commencer à décrocher de sa stratégie. Yasmine, merci beaucoup. Au revoir. Bye bye, bonne fête.